Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde va bien en ce jeudi, durant lequel il fait déjà noir alors que le cours vient juste de commencer? Donc, on va essayer de ne pas être trop déprimé. Et bien sûr, comme si c'était pas assez, malheureusement, le sujet d'aujourd'hui est un peu sec. Je voulais qu'on pratique la surcharge des opérateurs. Puis la façon la plus straightforward de faire ça, c'est généralement de faire des matrices parce que une classe de matrice a généralement pas mal tous les opérateurs qui existent. Fait que, sauf la division, mettons, là. Rendu à ce qu'on dit bonne nuit, on pourrait. Honnêtement, ça fait plus grande différence, là. De toute façon, les heures se suivent, les jours se suivent. Ma perception du temps est tellement tordue qu'il n'y a plus grand-chose qui a du sens. Ma perception de l'espace aussi, en fait. Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, l'univers observable s'arrête à l'épicerie qui est à quelques coins de rue de chez nous, puis au Mont-Royal. Puis c'est pas mal ça. En effet. Sad PP indeed. Alright. Donc aujourd'hui, opération sur les matrices. Donc comme je viens de dire, c'est un peu sec, mais je sais qu'on est fort et qu'on est capable de passer au travers, même si ça va être plate. Donc, la dernière fois, on avait introduit les classes, fait qu'on avait parlé des propriétés, qui sont, disons, la façon la plus pythonique de déclarer des attributs ou des champs de données dans une classe. Le terme en Python pour dire ça serait des variables d'instance, à ne pas confondre avec les variables de classe qu'on a aussi utilisées. Puis maintenant, si on veut faire en sorte que nos objets, hein, des classes que nous on fait, aient le même comportement que les objets built-in de Python. Donc, par exemple, si je veux afficher un nombre, je suis capable de juste faire print le nombre. Si je veux afficher une liste, je peux juste faire print la liste, ou je peux manuellement faire str la liste. On est familier avec ça. Donc, avec la surcharge d'opérateurs que vous avez lu dans vos notes de cours, on est capable d'appliquer ces comportements-là à nos propres objets en disant comment ça doit se passer parce que par défaut, ils ne sont pas nécessairement là. Fait que pour ça, on va utiliser nos classes de matrice sur lesquelles on va faire, comme vous pouvez lire ici, de l'accès aux éléments à l'aide des crochets. Donc, avec une liste, on accède grâce aux crochets. C'est un opérateur qu'on peut surcharger. Donc, on va le faire avec nos matrices pour ne pas avoir besoin de faire un point get avec la rangée, la colonne, par exemple. Hein, si on était en Java, c'est ce qu'on devrait faire. Si on était en C++, on serait aussi capable de surcharger les opérateurs, ce qu'on va voir en masse la session prochaine, je vous le promets. Fait qu'on devrait être capable d'accéder aux éléments comme ça. On devrait être capable de, comme j'ai dit, convertir en string, hein, convertir en représentation officielle, convertir en string formaté, être capable de paramétrer comment on formate l'affichage de nos matrices. Puis, ben, le gros morceau, hein, c'est évidemment, c'est des matrices, c'est des opérations arithmétiques. Donc, j'ai parlé de la négation, de l'addition. Ici, j'ai fait un typo dans le README, je m'en excuse. Ici, on veut l'addition matricielle, bien sûr. Matrice plus matrice. Comme ça, on fait l'addition et la soustraction, en fait. Mais les deux vont pas mal ensemble. On veut l'addition. Comme ça. OK. Alright. Je vais updater ça tout de suite. Puis si vous êtes chanceux, vous allez être capable de faire un pull bientôt. Alright. OK, fait, commençons par parler de comment j'ai fait ma classe de matrice. Donc, si vous allez regarder ici dans votre projet, dans les fichiers que j'ai fournis, il y a un exercice.py, il y a un matrix.py, puis il y a un matrice exercice version prof. Donc, si vous regardez dans exercice.py, essentiellement, c'est juste un copier-coller des exemples qu'il y a dans le README. Fait que ça peut être pratique pour faire le lien entre les deux. Puis enfin, dans matrix.py, c'est là que vous avez la classe de matrice. Fait que c'est là-dedans qu'on va faire tout le travail aujourd'hui.
Dans les tests, je les ai pas, sont pas exhaustifs, mais j'en ai mis quand même pas mal qui peuvent vous montrer de quoi ça a l'air quand on essaye de tester une classe comme ça. Donc, je voudrais que les choses que j'ai testées le plus comme du monde, ce serait les propriétés, l'initialisation, puis l'accès aux données. Je dirais que c'est pas mal ce que j'ai testé de plus. J'ai aussi testé les cas valides de l'addition et de la multiplication, mais je n'ai pas testé les cas invalides parce qu'à un moment donné, ça ne me tentait pas de passer 4 heures à écrire des tests pour un petit cours pour la moitié de la semaine. Mais si vous voulez, vous êtes capable d'en écrire d'autres. Je sais que vous êtes capable. Alright. Donc d'abord, on va parler de comment sont formatées nos matrices à l'interne, donc comment on a mis nos données. On aurait pu, étant donné que c'est une matrice c'est 2 dimensions, là, ici on ne parle pas de matrice à n dimensions. On pourrait se dire, ben tout simplement, ça devrait être, si on veut les mettre en rangée majeure, ben ça pourrait être un tableau à 2 dimensions, une liste à 2 dimensions, où chaque élément serait une liste représentant une rangée. Ce serait une façon de faire, mais typiquement, pour être plus efficace, et ce dans à peu près tous les langages, on va enregistrer nos données dans un tableau 1D. Donc, même si ce qu'on manipule, c'est comme un tableau 2D, on veut s'en servir à peu près comme un tableau 2D, puis fondamentalement, en dessous, il y a des rangées et des colonnes. On va tout mettre ça ensemble sur une dimension contiguë. Ça permet d'être plus efficace au niveau de la mémoire. Bon, c'est sûr qu'en Python, ça paraît peut-être moins des trucs de performance quand on y pense un peu, mais si on était en Java, en C++, en peu importe, clairement que ce serait plus efficace. Fait que c'est à peu près toujours comme ça qu'on fait. Fait que j'ai décidé de le faire comme ça aujourd'hui. Puis quand je dis rangée majeure versus colonne majeure, c'est la même chose qu'en maths. Ça veut juste dire que mes matrices, est-ce qu'elles sont représentées avec la rangée comme première dimension ou la colonne comme première dimension? Si on est rangée majeure, ça veut dire que quand je fais, mettons, matrice A, B, si j'accède à l'indice A et B, l'indice A représente la rangée, l'indice B représente la colonne. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que comme vous pouvez voir ici, ça, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ça représente ma première rangée, et mes rangées sont contiguës dans mon tableau. Donc c'est ça que ça veut dire rangée majeure, c'est juste que les données de chaque rangée sont contiguës. Fait que j'ai une rangée suivie d'une autre rangée, suivie d'une autre rangée, bien sûr dans le bon ordre. Fait que si je veux accéder à un élément, il faut que je me rende dans la bonne rangée et ensuite que je me rende au bon élément dans la rangée qui est la colonne. Fait qu'ici, je donne un exemple. Si je voulais accéder à la valeur qui est à 24, donc c'est la quatrième valeur donc la quatrième colonne de la deuxième rangée, je fais le numéro de la rangée fois la taille de la rangée, parce que je veux aller me rendre dans la bonne rangée. Fait que si je veux me rendre dans la deuxième rangée, il faut que je skip la première au complet. Donc, il faut que je skip autant d'éléments qu'il y a dans les rangées. Donc, le numéro de la rangée fois la taille de la rangée, plus le numéro de la colonne. Parce qu'une fois que je suis à la bonne place dans ma rangée, ben là, mon index, c'est juste la colonne. Je fais l'addition entre les deux, ça me donne mon index. Donc, ça, c'est un accès en rangée majeure. Si je l'avais fait en colonne majeure, ben ici, ça aurait été, mettons, 1, 2, 2, 1, 3, 1 continu, ainsi de suite, puis j'aurais accédé avec le numéro de la colonne en premier plutôt que la rangée. Fait que c'est pas mal ça pour le format des données. Maintenant, si je veux accéder aux éléments, moi, ce que je veux ici, c'est, imaginons que je me crée une matrice, donc les initialisations, je les ai faites pour vous parce qu'on les a vues la dernière fois, puis à un moment donné, le cours dure juste 2 heures, fait qu'on n'aurait pas le temps de tout faire la classe au complet. En gros, je lui passe une hauteur, une largeur et des données. Si les données sont un nombre, donc une valeur numérique, alors c'est une valeur de remplissage. Et si les données ici sont une liste, alors ça va être les données elles-mêmes qu'on fait juste s'affecter. Donc, ce n'est pas une copie qu'on fait, c'est juste une affectation. Fait qu'ici, quand je fais une initialisation de ma matrice, si je lui passe une liste, elle va prendre contrôle de la liste, elle va prendre la ressource. Et bien sûr, ici, je lance un paquet d'exceptions si je ne respecte pas le cadre que je veux avoir, c'est-à-dire il faut que ce soit un numérique, il faut que ce soit une liste, il faut qu'elle ait la bonne taille, etc.
Ensuite, ici, j'ai mes propriétés. Donc, je veux être capable d'accéder à la hauteur, à la largeur de ma matrice et à ces données sous-jacentes. Tu sais, si vous regardez, mettons, dans les tableaux de NumPy, vous êtes capable d'accéder directement aux données qui sont en dessous sans passer par les opérateurs, tout ça. Mais vous n'êtes pas capable de le réaffecter, puis vous n'êtes pas capable de changer la taille juste en faisant un égal comme ça. Nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Donc, on veut accéder à la taille, donc aux dimensions, la hauteur, la largeur, mais sans être capable d'aller les modifier directement. Puis ensuite, il y a toutes les autres méthodes ici qu'on essaie de faire. Puis je me suis mis une petite méthode statique, mais en fait une méthode de classe, qui permet de générer une matrice identité. Fait que ça vous donne un exemple de comment se servir de la matrice. Fait qu'ici, je dis, je me construis une matrice qui a les mêmes dimensions. Donc ça va tout initialiser à 0. Je passe au travers, puis la première diagonale, je la mets à 1. Autrement dit, je fais une matrice identité. Pas grand-chose d'autre à dire. OK. Maintenant, pour l'accès à un élément. Pour accéder à un élément d'une matrice, j'ai besoin de deux index. L'index de la rangée, l'index de la colonne. Assez évidemment. On pourrait se dire, ah, j'aimerais ça que ça fonctionne comme les listes à deux dimensions, c'est-à-dire je ferais, mettons, crochet, rangée, crochet, colonne. C'est une façon de faire. Ça complique un peu les choses si on essaye de faire ça de même. Mais une chose qu'on peut se rendre compte, c'est que quand on définit nos opérateurs comme ça, là, la clé ici qu'il y a dans les crochets, ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être un entier. Hein, quand on utilise un dictionnaire, la clé, ça peut être une string, ça peut être un tuple, ça peut être à peu près n'importe quoi qui est utilisable comme clé dans un dictionnaire. Fait que nous autres, on se dit, ben, ce qu'on va passer en paramètre à nos crochets, ça va être un tuple rangé colonne, tout simplement. Fait que plutôt que d'avoir une méthode .get qui aurait rangé colonne, ben, je vais mettre ça comme dans un tuple à l'intérieur de mes crochets. Puis en mettant la virgule comme ça à l'intérieur d'une expression, je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses. Si je mettais les parenthèses, ça ferait exactement la même chose. Fait que je vais être capable d'accéder à la valeur en lecture, donc être capable de juste obtenir ce qu'il y a à la position 0, 0. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le get. Puis pour le set, hein, pour l'affectation aux éléments, je veux être capable d'utiliser cette syntaxe-là où je fais ça égale une valeur. Fait que si vous regardez dans vos notes, ou peut-être de façon plus pertinente, si vous regardez dans la documentation de Python, si vous voulez plus d'explications, ben on voit qu'ici, on est capable de obtenir un élément à partir d'une clé, puis on est capable d'affecter un élément à partir d'une clé et d'une valeur. On s'entend que dans notre exemple de matrice, la clé, c'est le tuple de l'index, puis la valeur, ben, c'est la valeur que j'essaie d'affecter. Donc, on va aller regarder dans notre code. Bien évidemment, je n'ai pas mis quelle méthode il fallait mettre avec quel argument, parce que ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, regardez ce qu'il y a là, ici, là, dans to-do accès à un élément, to-do affectation à un élément. Voyez que j'ai mis to-do ici pour la définition de la méthode. J'ai déjà mis pour vous les vérifications à faire, donc pour pas que vous ayez besoin d'écrire du code. Donc tout ce que vous avez besoin de faire, c'est la ligne qui retourne la valeur, puis c'est la ligne qui fait l'affectation. En supposant que ici, là, vous êtes capable d'inférer c'est quoi les index que j'ai passés. Là. Donc, j'ai même documenté la méthode. Fait que je vous laisse, mettons, 2 minutes pour faire ça. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste 2 lignes de code. En fait, 4 lignes de code parce que vous devez faire la déclaration comme il faut. Fait que essayez de faire ça. On se donne 2 minutes, mettons.
Alright. Donc, on essaye ça. Fait que pour accéder, fait que si je regarde dans mes notes de cours, on me dit accès à un élément en lecture, je dois déclarer la méthode spéciale getItem auquel je passe l'objet courant et la clé. Donc ça va être ici getItem. Donc self, puis ensuite ben, je pourrais l'appeler comme je veux, mais ici on remarque que j'ai déjà documenté la méthode en l'appelant indexes. Je vais l'appeler indexes comme ça. OK, puis comment je retourne la valeur? Ben, on l'a dit tout à l'heure, si on regarde dans l'exemple que j'ai ici, c'est le numéro de la rangée fois la taille de la rangée plus le numéro de la colonne. Or, la taille d'une rangée, ben, on s'entend que c'est la largeur de la matrice. Donc ici, ce serait return... Ah, fuck sakes. Yeah, try again. Non, le cours n'est pas annulé. Anyway, je ne serai pas offline pendant 15 minutes. OK, on est de retour. J'espère que tout le monde est là encore. Yeah, OK, c'est beau. Tout le monde est là, personne n'est parti. OK, donc, comme je disais, pour accéder à un élément, donc on fait mon getItem. Ici, j'ai déjà documenté qu'il fallait que la clé s'appelle indexes, parce que c'est le nom que j'utilise ici. Donc, je fais return, ici, self. Puis là, j'accède à mon data. Fait que là, je peux y accéder de deux façons à mon data. Je peux y accéder directement comme ça en utilisant le membre privé, ou je peux me servir de ma propriété data ici qui ben, fait rien, fait juste retourner de même. On l'a dit la dernière fois, le plus possible, si on est capable d'utiliser les propriétés, c'est une meilleure idée. Donc, étant donné qu'ici, ce serait compatible d'utiliser la propriété qui accède directement au tableau qui est en dessous, je vais m'en servir comme ça. Donc, ça serait data. Puis là, j'avais dit le numéro de la colonne, le numéro de la rangée, pardon. Fait que le numéro de la rangée, c'est le premier élément de indexes. Donc, indexes 0 fois la taille de la rangée, donc la largeur de la matrice. Self point. Encore là, je pourrais utiliser le height privé, mais je suis aussi mieux d'utiliser la propriété parce que c'est un peu plus robuste. Si je dois changer le code qui permet d'accéder à la propriété, c'est mieux de le faire comme ça. Donc, ça ne va pas briser tout le reste de mon code. Puis là, j'ai dit plus le numéro de la colonne, qui est le deuxième élément de indexes. OK. C'est pas mal ça pour l'accès. Donc, maintenant, pour l'affectation, ben, l'affectation ici, set item, donc comme vous l'avez dit dans vos notes de cours, puis on lui passe l'objet courant, bien sûr, toujours. La clé, donc la clé dans notre cas, c'est encore là indexes. Et la valeur, on va l'appeler, mettons, value. Puis ici, l'affectation, je fais la même opération que j'ai faite ici. Puis oui, ça a l'air un peu cave de faire de la répétition de code, mais mettons que dans le cas du Python, ce serait un peu dur de l'éviter à cause de la façon dont les références fonctionnent. Fait qu'on va juste comme accepter qu'on fait de la répétition de code ici, juste pour ça. Donc on accède à l'élément, puis ensuite on fait égal la valeur. Donc là, maintenant, grâce à ça, on a les crochets avec des tubes qui nous permettent de faire l'affectation puis l'accès aux valeurs de notre matrice. Yay! Ici, vous voyez que j'ai défini l'opérateur spécial len, autrement dit length, qui nous permet d'appliquer la méthode, pas la méthode, la fonction globale length. Hein, on fait length d'une string, ça nous donne sa longueur. On fait len d'une liste, ça nous donne sa longueur. Ben là, on pourrait faire len d'une matrice, ça nous donnerait son nombre d'éléments. Son nombre d'éléments étant bien sûr sa hauteur fois sa largeur. Ça, je l'ai fait pour vous, juste pour que ça puisse nous aider à passer à travers une matrice, par exemple. Fait que je ne sais pas s'il y avait des questions sur le getItem puis le setItem. C'était pas la partie la plus compliquée. En fait, s'il y a quoi que ce soit, la partie compliquée, c'était juste de se rappeler comment accéder à un truc en rangée majeure. Puis en fait, c'est un peu pour ça que j'ai utilisé des matrices en rangée majeure ou j'aurais pu le faire en colonne majeure. C'était juste parce que je voulais que l'opération d'accès ne soit pas triviale, juste pour qu'il y ait du code à écrire. Fait que ça nous montre
à quoi ça sert ici de faire des méthodes spéciales plutôt que d'avoir un point get. Est-ce que l'utilisateur rentre des integers? Ça va le faire tout seul, en fait. Moi, voyez-vous, ce que je vérifie, c'est est-ce que index est bel et bien un tuple? Donc, c'est sûr. J'aurais pu même vérifier est-ce que c'est un tuple. Puis là, tu sais, j'aurais pu me mettre genre end len indexes égale 2, hein, pour être encore plus sûr. Il y a plein de vérifications qu'on va faire. Toutefois, pour est-ce que index va être bel et bien un entier? Si c'est un nombre à virgule, ça va faire que cette expression-là va être réelle, right? Si n'importe quoi là-dedans est réel, clairement que ça va donner un réel. Or, si vous essayez de faire un accès dans une liste avec un réel, donc, mettons que je me pars un Python, puis je fais juste foo égale une liste, comme ça. Puis là, j'essaie de faire foo 1, ça va me retourner ça, c'est beau. Si j'essaie de faire foo 1.0, ça me dit, il faut que ce soit des entiers ou des slices, pas des floats. Donc, la classe list à laquelle j'affecte data va s'en servir va s'en occuper pour nous. Puis là, pour value, on n'a rien. Value, j'ai pas fait de vérification parce que maintenant, c'est pas si utile que ça d'essayer de faire toutes les vérifications possibles parce qu'on est quand même dans un langage qui est typé dynamiquement. Fait qu'on essaie d'utiliser le plus possible du doc typing. Fait ici, je voudrais pas vérifier que valeur est par exemple un float ou est un int parce que je veux que ma matrice puisse avoir n'importe quoi qui est numérique. Fait que j'aurais pu faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire vérifier que c'est bel et bien un number, mais on va le laisser faire de même. Comme je vous dis, on ne va pas faire toutes nos vérifications, ça va prendre trop de temps. OK. Représentation affichable. Donc, quand je fais un print de ma matrice, hein, comme ça, qu'est-ce qui est appelé? Faire print de ça, c'est l'équivalent de faire print str de foo. Donc, ça revient au même. Ça va appeler la même opération sous-jacente qui est la conversion en string. Encore là, si on regarde dans nos notes de cours, ou encore mieux si on regarde sur les internets, parce qu'ils ont un petit peu plus d'informations que nos notes de cours, on a la représentation str comme ça, hein, qui nous permet de convertir pour le print. Donc, c'est ce qui est utilisé par print. On a aussi le rep comme ça, qui est pour la représentation interne, ou plutôt la représentation officielle. Fait que ça, finalement, ce que ça doit être, c'est une expression avec laquelle on pourrait construire l'objet. Fait que, bon, dans le cas des strings, des listes, des nombres, tout ça, tous les objets qu'on a utilisés à la date, ça faisait pas grande différence. Le string était égal au rep parce que construire une liste puis afficher une liste, ça se faisait de la même façon. Mais disons que je voulais... En fait, pour une string, c'est pas tout à fait vrai. Je vais vous montrer l'exemple. Foo égale hello friend avec un retour de ligne entre les deux, comme ça. Right? Si on va être un petit peu plus lisible, là, de même, si on les sépare dans les espaces. Fait que je fais hello, retour de ligne friend. Fait que si j'affiche foo, print foo, ça va l'afficher comme ça. Maintenant, si j'affiche foo.représentation officielle, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il devrait m'afficher une expression qui me permet de construire foo. Puis là, voyez-vous, il me met le \n dedans. C'est ça la différence entre str et representation. C'est une expression qui permet de construire l'objet versus une string qui permet de représenter l'objet de la façon la plus lisible. Fait qu'on voudrait la même chose pour notre matrice. On va commencer par la string. Moi, j'ai dit une matrice, quand je l'affiche, là, je fais juste afficher chacun des éléments séparés par des espaces, puis les ranger séparés par des retours de ligne. C'est assez intuitif comme façon de représenter une matrice. Je ne mets pas la hauteur, je ne mets pas la largeur, parce que la hauteur, la largeur, elle est évidente quand je regarde ma matrice de cette façon-là, n'est-ce pas? OK, fait que si je vais dans représentation affichable, donc c'est ce que je devrais utiliser pour ce string, puis pour print. OK, mettons celui-là, on va le
Non, vous savez quoi? String formaté, on va le faire ensemble. Celui-là, je vous laisse le faire. Représentation officielle, je vous laisse le faire. Ça ici, là, ce que vous devriez mettre là-dedans, c'est une string qui représente l'expression pour construire l'objet. Puis je vous dis c'est quoi exactement à quoi je m'attends. En représentation officielle, si je fais le rep de foo, ça devrait me donner littéralement l'expression que je dois plugger dans du Python pour construire ma matrice. Donc j'ai le nom matrix, 2, 3 et une liste avec les éléments dedans. Fait que, essayez de faire ces deux choses-là. On se laisse encore là un petit 3 minutes, mettons. Puis on y revient. Alright. Donc ça paraît pas, mais le temps file. Donc on va faire le string. Puis après ça, représentation officielle, je vais le faire avec vous. Donc j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de faire les deux, mais vous allez voir, les deux sont très similaires. Donc, si j'ai besoin de la représentation affichable, vous l'avez compris, c'était str. Qu'est-ce que je passe à str? Donc encore là, si je regarde dans mes notes de cours, ou encore mieux, si je regarde sur la documentation de Python. Donc, j'ai juste googlé Python Special Methods. Donc, ça, toutes ces méthodes-là qui représentent des opérateurs, c'est ce qu'on appelle des méthodes spéciales. Donc, str, c'est ce qui est appelé par la fonction globale str, donc la fonction qui est built-in. Puis, on y passe rien, on fait juste passer l'objet lui-même. Donc, OK, fait que je fais mon self. Là, je veux que chaque rangée soit sur une ligne avec chaque élément séparé d'un espace. Bon, n'oubliez pas, je ne veux pas l'afficher, là. Je veux retourner une string qui contient cette chose-là. Donc, ben là, j'ai besoin d'une rangée. Puis après ça, j'ai besoin que chaque rangée soit séparée d'un retour de ligne. Puis à l'intérieur d'une rangée, j'ai des éléments qui sont séparés d'un espace. Quand j'ai une série de patentes séparées par une patente, pour ensuite être joints ensemble, string join devrait me venir à l'esprit. Donc ici, on ne peut pas faire de print, parce que ce n'est pas ça qu'on essaye de faire. On doit manipuler des strings directement. Donc, je vais commencer par me faire un tableau qui va représenter mes lignes. Donc ici, comme ça. Je commence bien sûr vide. Puis là, mettons, pour chacune de mes lignes, donc pour chacune des lignes ici, fait qu'étant donné que je ne peux pas itérer directement dans mon tableau avec un itérateur sur les rangées, ben je vais y aller avec des index. Donc range, puis range c'est quoi? Le nombre de rangées, donc self.height. OK. Là, je voudrais que chacun de mes éléments, chacune de mes lignes, là, fait que ma ligne, ce serait ici, c'est quoi les éléments de ma ligne? C'est str self
IJ, IJ étant rangée colonne. Hein, fait que vous voyez que mon opérateur crochet, là, celui que j'ai défini avec getItem puis setItem, je peux m'en servir directement sur le self. Je n'ai pas besoin de répéter ce code-là ici à chaque fois. OK, so far so good. Puis ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la représentation en string d'un élément. OK, ben là, je veux faire ça pour chacun de mes éléments. Fait qu'ici, mon I, c'est déjà le numéro de ma colonne, de ma rangée. Je veux maintenant le numéro de ma colonne. Donc, pour J dans range self.width. Ça me donne les éléments en string que je dois avoir dans ma ligne. Comment je fais pour mettre ces choses-là ensemble en les séparant d'un espace? Je mets mon caractère de séparation, ou en fait mon caractère de joignage, et je fais .join en lui passant une liste de strings. Fait qu'on se rappelle du join. C'est une des choses qu'on utilise le plus souvent quand on veut joindre des choses ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle de même. Fait que souvent, les noms sont choisis justement pour qu'on puisse s'en rappeler facilement. OK? OK, donc ça c'est ma ligne. Qu'est-ce que je ferai avec ma ligne maintenant? Ben, je l'ajoute à ma liste. Donc, j'aurais pu faire tout ça dans une seule ligne avec une grosse compréhension de liste, avec une double boucle, mais dans ce cas-ci, on va se calmer puis on va mettre ça à l'intérieur d'une boucle avec une compréhension. Fait que si c'est là que je veux faire lines.append line, ou j'aurais pu faire append de tout ça d'un coup, ça revient au même. Fait que là, j'ai ma liste de lignes. Fait que qu'est-ce que je veux retourner? C'est lines. Encore là, je les joins avec quoi? Ben là, je veux que mes rangées soient séparées par un retour de ligne. Donc, un retour de ligne. .join. Puis c'est ça que je retourne. Donc ça, ce serait ma représentation en string. Maintenant, pour ma représentation officielle, le format que je veux, c'est exactement le mot matrix, parenthèse, la hauteur, virgule, la largeur, virgule, la liste de tous les éléments. Fait que comment je vais commencer par faire ces choses-là. Je vais mettre ça dans une string formatée, ça va aller plus vite. Donc ça ici, ben, clairement que c'est le nom de ma méthode, c'est la méthode spéciale. Je lui passe le self, comme il est écrit dans la documentation. Je vais construire ça avec une string formatée. Fait que d'abord, je dois hardcoder matrix comme ça. J'aurais pu utiliser le nom, accéder au nom de la classe, tout ça. Regarde. On va hardcoder le nom de la classe. Ça va être bien correct. Qu'est-ce que je mets ici? La hauteur, donc self.height. Qu'est-ce que je mets ici? La largeur, self.width. Donc les strings formatés, on se rappelle comment ils fonctionnent. Puis ensuite, qu'est-ce que je veux ici? C'est la représentation. Qu'est-ce que ça me prend pour être capable de représenter la liste? Fait que là, j'aurais pu faire à la main, bâtir la string dans laquelle je mets chacun des éléments de ma liste séparés d'une virgule. Mais quand on y pense, là, est-ce que ma liste est déjà capable de me dire comment elle doit se faire représenter? Ben oui. Une liste, elle a déjà une méthode .rep comme ça. Hein? Si je regarde ici comme foo, c'est foo comme ça, puis je fais foo.rep de même, ça me donne une string qui représente comment je devrais être capable de construire ma liste. Fait que je pourrais tout de suite réutiliser tout simplement le rep que j'ai là pour ma liste, puis pas avoir besoin de le faire à la main, ça va m'éviter des erreurs. Fait que si l'expression que je mets, ce serait self.data.représentation interne de data. Fait que là, il va me le générer pour moi. Fait que si je regarde qu'est-ce que ça fait, fait que si je vais dans mon exercice, là, il y a une coupe d'affaires. Non, ça plante pas, ça plante pas, ça plante pas, ça plante pas. OK. Fait que là, qu'est-ce que j'ai dans ma console? Une fois que j'ai fait un print, j'ai mon print 1.1, 1.2, 1.3, etc. Fait que ça, c'est bon. Puis une fois que j'ai mon rep, qu'est-ce que j'ai? Matrice, hauteur, largeur, puis la représentation interne de ma string. Là, j'ai oublié de fermer ma parenthèse, bien évidemment.
Fait ici, juste rajouter la parenthèse fermante. Comme ça. Puis en effet, j'ai exactement l'expression que j'aurais utilisée. En fait, vous remarquez que c'est exactement l'expression que j'ai utilisée pour construire fou ici. C'est juste que là, j'avais mis des retours de ligne pour que ce soit plus beau. Et voilà. Donc ça, c'est la représentation interne, la représentation officielle. C'est l'expression qui permet de la construire. L'autre affaire, puis ça, je sais qu'il n'est pas écrit dans vos notes de cours, mais je veux juste vous faire dire que ça existe, fait que je vais le faire avec vous. C'est la représentation formatée. Donc, quand je fais, par exemple, mettons que j'ai foo égale 42.69. Si je fais string formaté de foo, en lui passant des affaires, mettons je dis, je veux que tu me mettes ça sur 6 caractères, ou mettons 8 caractères, mets-moi 3 décimales, puis mets-moi ça comme un point flottant. C'est quelque chose de même, là. On se rappelle de cette syntaxe-là. On ne la connaît pas par cœur, mais on la regarde dans la documentation quand on en a besoin. Là, voyez-vous, il m'a mis ça sur 10 caractères, aligné à droite, avec 3 décimales. Comment il a su comment formater un float à l'aide de cette chose-là? C'est qu'il a appelé le format avec le float, puis le float, en dessous, il a mis une méthode format, donc la méthode, spoiler alert, c'est format comme ça. On passe le self et le format spec. Donc, si j'essaie d'utiliser mon objet dans une string formatée, il va appeler cette méthode spéciale-là en lui passant, ici, là, le truc que j'ai là, cette expression-là. Donc, comment j'essaie de le formater? Pour répondre à la question, est-ce qu'on aurait pu mettre self.data dans le formatage? Oui, mais la seule raison pour laquelle on peut le faire, c'est parce que ça tombe que list, puis le type built-in list, a la même string qui est générée pour rep ici que générée pour str. Puis encore là, c'est pas tout à fait vrai. Mettons que j'ai foo qui est une liste de strings. Donc, je mettons A, je mettons AB, et j'ai un élément qui est A \n B. Autrement dit, A séparé avec un retour de ligne et B. Si je fais print foo, ici, il me l'a mis comme ça, n'est-ce pas? Fait que ça tombe que il va utiliser la représentation de la même, mais tu n'es pas garanti. C'est pour ça qu'on est mieux d'utiliser celle-là. OK. Donc, pour revenir à format, comme j'ai dit, moi, ce que j'aimerais faire, c'est quand j'affiche les éléments de ma matrice, là, je voudrais être capable de leur dire comment chacun des éléments doit être affiché. Fait que mettons que je dis chacun des éléments devrait être aligné à gauche, prendre 5 espaces, puis avoir 2 décimales. Ben, j'aimerais ça être capable de le faire comme ça. Donc, mon format spec, ça va être ce qui est passé en paramètre ici. Puis comment je peux le faire? Ben ici, je fais la même chose que j'ai fait pour string. Donc, je vais reprendre exactement mon algorithme. Sauf que là, ici, au lieu de juste faire la conversion en string, je vais appeler le format des éléments. Donc, comment je vais appeler le format des éléments? Je vais commencer par me faire une string ici. Donc, mettons mon template comme ça, qui va être égal à... Donc là, je pourrais me faire mon format spec ou je pourrais utiliser directement le format. Donc là, au lieu de faire ça, je vais faire format l'élément, puis le format spec, c'est ce que j'ai passé ici. On va essayer avec ça. Puis ensuite, je fais exactement la même chose. Fait qu'au lieu de juste convertir chaque élément en string, je vais le formater avec l'élément qui est passé ici. OK. On essaye ça. On essaye avec format ici. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il a passé
le format de formatage, donc la spécification de formatage à chacun des éléments, puis c'est comme ça qu'ils se sont affichés de même. Fait que moi, c'est ça que je voulais. Je voulais être capable de contrôler comment chacun des éléments est affiché. Fait que là, ce que ça permet de faire, au lieu de même juste appeler format directement, ça veut dire que je peux me servir des strings formatés, hein, les f-strings, avec des matrices. Là, je préfère, mettons, print, une f-string foo. Hein, foo, n'oubliez pas, c'est un objet matrice. 5.2f comme ça. Ferme mon accolade. Vous voyez, il me l'a affiché de la bonne façon. Fait que c'est comme ça qu'on fait pour que nos objets à nous, des classes qu'on fait nous-mêmes, puissent être utilisés dans des f-strings. Fait que vous voyez, c'est quand même bien fait tout ça. Ça implique d'avoir à overloader des méthodes, mais ça implique aussi que vous n'avez pas besoin de vous fier seulement au type de base de Python, puis vous n'êtes pas obligé de faire des points toString partout comme on fait en Java par exemple. Ou même, à la limite, en C++, ça arrive souvent qu'on doit faire des toString un peu partout parce qu'il n'y a pas les mêmes fonctionnalités que ça. Est-ce qu'il y a des questions sur le formatage? OK. Fait que là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Vous voyez que str puis format, là, ils ont exactement le même code. La seule différence, c'est comment chacun des éléments est formaté. Ici, je l'ai converti en string. Ici, j'ai fait un format. Si vous lisez dans la doc, quand vous faites un format avec une spécification vide, ça devrait faire la même chose que str. En fait, concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle str dessus. Donc, si ici, là, dans str, je fais exactement la même chose que dans format, donc je passe ça comme ça, mais au lieu de l'appeler avec format spec, je l'appelle avec une spécification vide. J'essaye de voir qu'est-ce que ça fait. Ah ouais, ça marche de le faire comme ça. Fait que mettons que je remplace toute la méthode ici, tout simplement par un appel de self.format avec une spécification vide. Ou, si je ne suis pas obligé d'appeler la méthode directement, je peux juste faire format self avec une spec vide, comme ça. J'essaie ça encore. Et ça marche encore. Fait que là, vous voyez, si vous avez écrit votre format comme il faut, puis que vous savez comment il doit se comporter, en théorie, quand vous passez une spécification vide, ça doit donner la même chose que str. Fait que si on utilise la logique inverse, c'est-à-dire que je peux générer mon str à partir d'une spécification de formatage vide. Fait que c'est pour ça qu'ici, ça me permet de, à partir de celle-là, générer celle-là. C'est une chose à garder en tête quand vous avez besoin de faire de la conversion en string de vos objets. Vous êtes capable de sauter une méthode en réutilisant une autre. Ça, c'est un concept qui revient, essayer d'utiliser des méthodes, de réutiliser des méthodes dans d'autres pour ne pas avoir besoin de définir à la main toutes les opérations. Quand on va arriver tantôt, donc après la pause, ici dans les opérations arithmétiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réutilisation qu'on peut faire. Bon, là, il n'y en aura pas tant que ça parce que je n'ai pas fait tous les opérateurs, mais si on les faisait tous, vous verrez qu'on réutilise bien des affaires, puis en fait, on a juste besoin d'en écrire genre à peu près le quart. Donc, sur ce, on va prendre une pause de, mettons, 10 minutes, puis après ça, on va faire des opérateurs arithmétiques. Donc, on se revoit dans 10 minutes.
Alright, nous sommes de retour. C'était quand même un excellent timing, là. C'était pas voulu, là. J'avais aimé pour à peu près 10 minutes, mais là, c'était on point. La musique, d'ailleurs, était un extrait de l'album du Big Band de l'Université de Montréal, donc un album qui avait publié, je crois, au début de la session d'hiver, donc en janvier. Ils ont récemment fait une représentation live, donc dans un live stream à la salle Claude Champagne. J'ai pas pu y assister, ils avaient fait ça en octobre, mais c'était quand même intéressant là, de justement voir du monde qui recommence à faire de la musique live, même si là c'était radiodiffusé plutôt que d'être avec des gens dans la salle. Ils ont d'ailleurs tout refait le stage à la faculté de musique à cause de la pandémie. Ils ont comme enlevé les premières rangées de sièges, puis ils ont étendu le stage pour que les gens puissent se mettre sur le stage très espacé. C'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait. Je trouve ça bien que les gens en musique puissent recommencer à faire de la musique ensemble. Ou en fait faire de la musique tout court avec d'autres personnes. Ça n'a quand même pas été facile pour eux autres non plus. OK, on va y aller avec les opérations arithmétiques. Je vais commencer par celle. On aurait tendance à commencer avec une autre, mais celle-là, il ne faut pas l'oublier, c'est la négation. Donc, soit une matrice, si je veux afficher son opposé, je ferais l'affichage de moins la matrice. Assez évidemment. Ça donne l'opposé. Puis c'est quoi l'opposé? Ben, c'est juste l'opposé de chacun des membres. Il n'y a rien là-dessus qui devrait nous surprendre. Si vous regardez en Python, puis là, je suis pas sûr qu'on vous l'a mis dans... Oui, on vous l'a mis dans vos notes de cours ici. Fait que vous voyez, vous avez l'opposé et le positif. Le positif a bien sûr un typo parce qu'ils ont mis le moins. Ici, ça devrait être un plus. L'opérateur unaire, fait unaire, binaire, ternaire, ça veut dire une opérande, deux opérandes, trois opérandes. Donc, si je fais A plus B, le plus ici est un opérateur binaire parce que j'ai deux opérandes, j'ai le A et le B. Si je fais moins B, pour avoir l'opposé de B, j'ai un opérateur qui est unaire parce que j'ai une seule opérande qui est B. Le positif unaire, vous avez probablement oublié qu'il existe parce que dans la majorité des cas, ça fait rien. Si j'ai une valeur A, puis je fais plus A, ça fait rien. Ça fait juste afficher la valeur de A telle quelle. Si je fais moins A, j'ai son opposé. Si A est une valeur négative et je fais plus A, encore là, même si A est une valeur négative, ça ne fait rien. On a tendance à l'oublier, le positif unaire, juste parce que dans la vie, il ne fait rien dans la très grande majorité des cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le négliger quand on programme. Mettons que je le fais vite, là, le pause. Je l'ai fait pour vous ici. Tout ce que je fais, c'est retourner une copie de l'objet courant. Puis là, remarquez que je fais une copie. Puis quand je dis une copie ici, c'est une copie profonde. Comment je l'ai défini, ma copie? J'ai fait un clone qui fait juste référencer le point data de mon objet. Et j'ai fait une copie qui fait un deep copy de mon objet. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que quand on applique les opérateurs arithmétiques qui retournent un résultat comme ça, on s'attend à ce que ça ne modifie pas l'objet courant. Donc si je fais moins fou, comme j'ai fait dans l'exemple ici, on s'entend que le résultat de moins fou, c'est pas fou, c'est un objet différent dans lequel j'ai modifié les valeurs. Faire ça, ça ne devrait pas modifier la valeur de fou. De la même façon, si je ferais print plus fou, ça ne devrait pas me donner le même résultat. Juste... Ouais. Ça dépend des cas, mais mettons, dans notre cas, étant donné qu'on manipule des matrices, on va estimer que c'est plus probable que les gens s'attendent à ce que ça fasse une copie que pas. C'est pour ça qu'ici, j'ai juste fait un point copy. Pour que ça ait le même comportement que les autres. OK. Maintenant, pour la négation. Pour la négation, je veux retourner la matrice courante avec tout l'opposé de chacun des éléments. Je pense que vous êtes capable de le faire.
vous avez le constructeur de matrice ici. Vous avez vos opérateurs d'accès. Fait qu'on va se laisser, mettons, 1 minute et demie. C'est vraiment pas long. En théorie, ça peut vous prendre juste une ligne ou genre 3 lignes, comme vous préférez le faire, là, pour faire la négation qui est l'opposé de chacun des éléments. Donc, ça doit donner une matrice qui a la même dimension, mais dont chacun des éléments des données est opposé. Fait qu'on se laisse, mettons, 2 minutes pour faire ça. Start timer. Ouais, maintenant, j'ai des timers qui fonctionnent. J'ai arrangé un petit peu mes outils dans les derniers jours. OK, on s'essaye avec ça. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être capable d'identifier la musique d'attente qu'on a utilisée cette semaine? Celle-là est un petit peu moins obscure que celle de la semaine passée, mais quand même. Donc, la négation, ben, vous avez compris que c'est... Ah, il y a quelqu'un qui l'a eu tout de suite, des Kong Racing, c'est sûr. Alright. Donc, je veux retourner une matrice qui a exactement les mêmes dimensions. Fait que mes mêmes dimensions, ben, ça va être self.height, self.width, comme ça. Puis comment je construis le tableau des données? Encore là, j'aurais pu me mettre ça dans une variable locale, passer à travers, puis faire un fois égal 1 sur chacun des éléments. Ça aurait été correct. Ou je peux tout simplement, ici, faire une compréhension de liste. Donc, qu'est-ce que je dois passer ici? C'est... Mettons, je passe à travers mes éléments. Donc, E for E in self.data. Data est une liste, donc je peux itérer à travers. Puis étant donné qu'ici, je n'ai pas besoin de le faire dans un ordre ou dans un autre, j'ai pas besoin de passer à travers ma matrice en format rangé colonne. J'ai juste besoin de passer à travers chacun des éléments puisque j'ai pas de relation entre les autres. Fait que c'est la même chose pour l'addition, mais pas pour la multiplication. On s'entend que la multiplication matricielle, les opérations doivent être faites dans un certain ordre. Mais ici, chacun des éléments est indépendant. Fait que je peux tout simplement, comme ça, passer à travers chacun de mes éléments et prendre l'opposé. Donc, j'ai l'opposé de chacun de mes éléments ici. Puis, je retourne ça. Fait que ça me retourne une copie qui est l'opposé. Et voilà. Maintenant, pour l'addition, la soustraction et la multiplication. On va commencer par l'addition puis la soustraction. Mettons que je veux faire ici mon
mon addition. Bon, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous laisser du temps pour le faire parce que vous commencez à comprendre le principe. Fait que mettons add ici. Fait que add other, c'est quoi que ça représente? C'est l'opérande de droite. Fait que l'objet courant dans l'opérateur add, dans la méthode spéciale, ça représente l'opérande de gauche, puis le other, donc le paramètre qui est passé, c'est l'opérande de droite. Bon, dans le cas de l'addition puis de la soustraction, c'est commutatif. Ouais, ben, la soustraction, on s'entend que la soustraction est commutative en faisant une manipulation, là, mais l'addition est définitivement commutative. Fait que c'est pas super important d'y penser, mais quand on va arriver à la soustraction, puis surtout à la multiplication, là, ça va faire une différence. Donc, to do, add comme ça, other, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler other, ou vous pouvez lui donner un nom qui représente sa position dans l'opération. Donc, étant donné que c'est l'opérande de droite, vous pourrez l'appeler, typiquement un nom qu'on va lui donner, c'est RHS pour Right Hand Side ou LHS pour Left Hand Side of Operation. Vous comprenez? Puis là, on va l'appeler Other juste parce que dans la documentation, il l'appelle comme ça. Puis on est supposé de savoir nous-mêmes que c'est l'opérande de droite. Tout d'abord, j'ai une condition à respecter avant de pouvoir additionner deux matrices. Il faut que les matrices soient compatibles pour l'addition, c'est-à-dire il faut qu'il y ait exactement les mêmes dimensions. Une matrice 2 par 2 plus une matrice 3 par 3. Oui, on pourrait se dire, ah, tu fais juste étendre la matrice 2 par 2 avec des zéros, mais c'est pas tout à fait juste. On dit que l'addition ici n'est pas utilisable dans le cas de matrices qui n'ont pas exactement les mêmes dimensions. Fait que ici, on va se rajouter un petit if avec un raise, fait qu'on continue nos exceptions quand on a des erreurs. Plutôt que de retourner une matrice vide, ce qui aurait été une chose à faire aussi, on va lancer une exception. Donc, si là, je pourrais comparer directement mes dimensions, mais là, vous remarquez, j'ai déjà fait une petite méthode qui s'appelle if has same dimensions. Donc, si j'ai pas les mêmes dimensions, alors, je pourrais lancer, puis là, qu'est-ce qui aurait du sens? J'ai le bon type, mais j'ai pas les bonnes affaires dedans, donc ça va être un value error de matrix. Bon, ici, on t'entend que je n'ai pas vérifié si les deux étaient des matrices, là, mais vous commencez à comprendre le principe. C'est ici, je pourrais m'en rajouter un. Là. If not is instance other matrix raise type error, comme ça. OK, c'est beau, j'ai fait ma vérification. Maintenant, comment je fais mon addition? Ben, je fais quelque chose de similaire que j'ai fait là. Donc là, il y a deux façons de le faire, puis vous allez voir, il y en a une qui est un peu plus bête, puis il y en a une qui est un petit peu plus pitonnée, qui va reprendre les éléments qu'on a vus depuis le début de la session. Fait que mettons, je fais un résultat. Mon résultat doit avoir la même dimension que les autres. Donc, matrix, puis là, je vais mettre, mettons, self.height, self.width. Ça, c'est assez évident. Je lui mets rien, donc je vais juste le laisser s'initialiser à 0. Puis là, je pourrais dire, donc, pour chaque élément dans result.data, encore là, l'ordre des opérations n'est pas important, fait que je peux itérer à travers mon tableau de la façon que je veux, donc je vais juste utiliser du début à la fin. Concrètement, étant donné qu'il est en rangée majeure, ça va faire pour chaque rangée, pour chaque colonne, mais dans ce cas-ci, c'est même pas important. Donc, pour chaque élément dans result data, donc je préfère E ici est égal à self, puis là, oups, j'ai besoin d'accéder à l'index. Fait que là, je pourrais soit toutes les IP ou je pourrais utiliser les index directement. Je vais utiliser les index directement. Donc pour I dans le range len de self, donc là, vous voyez, plutôt que de faire ma boucle en 2 dimensions, ici, je m'en fous, j'ai juste besoin de passer à travers tous les éléments dans un ordre quelconque. Fait que je vais juste passer ici avec tous les éléments. Result.data i est égal à self.data. Fait que là, je n'utilise pas l'opérateur crochet de mon objet de matrice qui s'attend à avoir un tube. J'utilise celui de la liste sous-jacente pour accéder à chacun des éléments. Self.plus other. Comme je vous dis, l'addition est commutative, fait que j'aurais pu faire other plus self ou self plus other, ça revient au même, mais dans la soustraction, c'est clairement pas la même chose. Dans la multiplication, encore moins.
Fait qu'ici, je vais reproduire l'opération à laquelle je m'attends, c'est-à-dire self plus other. Puis ensuite, je fais un return de ça. Je peux faire ça, ou je peux mettre tout ça dans une ligne. Fait que si je voulais faire une compréhension de liste avec tout ça, j'aurais ici, pardon, donc return, encore là, je construis ma matrice. Puis qu'est-ce que je passe comme tableau à ma matrice? Mettons que je veux itérer sur mes deux listes en même temps, mais avec des objets pour à chacun des éléments. Zip, hein, on se rappelle de zip. Zip nous permet d'itérer sur plusieurs objets en même temps en les alignant. Donc, ce serait for, mettons, E1, E2, ou L et R, si on veut, pour dire que c'est gauche et droite. Dans zip self.data, other.data, encore là, on itère à travers les éléments directement et non pas à travers les matrices, parce qu'on n'a pas défini les opérations d'itération sur nos matrices. On ne va pas faire ça aujourd'hui, parce que franchement, ça commencerait à être lourd un petit peu. Vous commencez à comprendre le principe. Si vous voulez rajouter des opérateurs, vous regardez dans la doc comment ils fonctionnent. Puis là, l'élément de mon résultat est égal à quoi? C'est E1 plus E2. Ferme la parenthèse. Ça serait les deux façons de faire. Personnellement, je préfère la deuxième façon, une compréhension de liste qui est simple ici, c'est toujours plus beau. Mais bon, on peut diverger là-dessus. OK, ça c'est mon addition. Maintenant pour la soustraction. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la soustraction? Ben, je pourrais reprendre tout mon code qu'il y a ici. Donc, je pourrais faire ça comme ça. Hein? Bon, je n'ai pas besoin de prendre ce que j'ai mis en commentaire. Hein, je laisse mon exception qui est là. Puis au lieu de faire un plus, je fais un moins. Ouais, mais là, j'ai de la grosse répétition de code. D'après vous, puis je m'attends à une réponse dans le chat, qu'est-ce que je pourrais faire qui réutilise mon addition, puis qui réutilise mes autres opérations pour ne pas avoir besoin de réécrire tout ça, puis juste faire une ligne de quelques caractères pour définir ma soustraction. Si j'ai déjà défini A plus B, puis d'autres affaires, comment je fais pour définir A moins B? Neg sur other, puis on fait l'addition. Vous avez compris, là. Plutôt que de réécrire tout ce code-là, dès que je copie-colle du code, c'est un potentiel d'erreur, on se rappelle. Donc, oui, je pourrais utiliser directement les méthodes, mais étant donné que mes méthodes spéciales définissent des opérateurs, ben, je peux me servir des opérateurs. Fait que pour définir A moins B, je dis A moins B est égal à A plus moins B. Donc, return. Là, ici, je mets soustraction, c'est sub, self, other. C'est self plus moins other, comme ça. Je n'ai pas besoin d'appeler les méthodes directement, je peux me servir des opérateurs. Parce que mes opérateurs, ici, sont définis par mes méthodes spéciales. Vous allez voir, les opérateurs qui sont complémentaires, fait que par exemple l'addition ou la soustraction, les deux sont complémentaires. Ils font la même affaire, mais avec un opposé, ou le plus grand puis le plus petit, ça fait la même affaire, mais d'une autre façon. Il y a moyen de définir au moins la moitié des opérateurs à partir de d'autres opérateurs. Il ne fait pas toujours à notre place. Fait que dans le cas de la soustraction, il ne va pas le faire automatiquement générer le self plus moins other, mais dans d'autres cas, par exemple le non égal, fait que je ne sais pas si je vous ai mis l'égalité, on va le faire tantôt. On peut faire à peu près le même hack. OK, fait que j'ai mon addition, j'ai ma soustraction. Une addition scalaire ou une soustraction scalaire, ça n'existe pas avec les matrices. Fait qu'une matrice plus 2, on pose que ça n'existe pas. Puis la division matricielle, encore là, ça n'existe pas vraiment. Oui, je sais que multiplier une matrice avec son inverse, ça fait l'équivalent d'une division, mais ce n'est pas une opération en soi de diviser. OK, maintenant, justement, multiplication matricielle et scalaire. Je vous ai mis en pseudo-code c'est quoi l'algorithme naïf, disons, pour faire une multiplication matricielle, parce que je ne veux pas que vous ayez besoin de le googler pendant le cours puis figurer comment traduire du code. Là. Fait que je vous l'ai juste mis
ici en pseudocode. Puis je vous ai mis le petit code que ça prend pour détecter est-ce que l'autre est une matrice ou est-ce que l'autre est un nombre. Fait que si mon opérande de droite est une matrice, je vais faire une multiplication matricielle qui a certaines conditions. Puis sinon, je veux faire une multiplication scalaire sur laquelle je fais juste multiplier chacun des éléments. Fait qu'ici, tout d'une multiplication matricielle, en fait, avant de faire l'algorithme, il faut vérifier compatibilité. Fait que c'est quoi deux matrices qui sont compatibles? C'est la hauteur de A. Donc, dans A fois B, il faut que la hauteur de A soit égale à la largeur de B. Vous êtes en train de faire en théorie, votre cours d'algèbre linéaire, fait que probablement que vous êtes en train d'en vomir des matrices, donc c'est rien de spécial pour vous autres. OK, fait qu'on vérifie la compatibilité, puis ensuite on applique l'algorithme. Puis ensuite, multiplication scalaire, ben vous êtes capable de le faire. Fait que ça, c'est un gros morceau. On va se laisser, mettons, 3-4 minutes pour le faire, ou peut-être même un peu plus. Puis après ça, on va revenir dessus ensemble, puis on va finir avec l'égalité avec les matrices, puis comment on fait pour quand on a le cas d'un scalaire qui est à gauche. Fait que faites ça ici, hein, la multiplication matricielle scalaire, en faisant la vérification. Donc si le if, là, je m'attends à un raise, encore là, un value error. Autrement dit, j'ai le bon type, mais je n'ai pas les bonnes données. Fait que ça, je m'attends à ça, avec un if. OK, fait qu'on se laisse un bon 3-4 minutes là, pour faire ça.
Alright. On s'essaye avec ça. Donc d'abord, vérifier la compatibilité. J'ai dit il faut que la hauteur de celui de gauche soit égale à la largeur de celui de droite. Donc celui de gauche c'est self, celui de droite c'est other. Fait qu'ici, il ne faut pas juste vérifier que les dimensions sont pareilles, mais spécifiquement hauteur est égale à largeur. Donc, if self.height n'est pas égal à other.width, alors je lance une exception. Ok, maintenant pour faire le résultat ici, donc il faudrait que je commence par me construire une matrice ici de résultats qui va avoir cette dimension-là. Donc, on va l'appeler, mettons, result égale matrice hauteur de A, donc self.height, largeur de B, comme ça. Donc, vous avez compris que oui, ça fait bien la matrice qu'on veut. Donc, pour I dans, puis là, on dit dans le range ici, donc ça veut dire pour I in range 0 hauteur C, donc autrement dit result.height. Pour J dans largeur C, donc width, et pour K, donc for K in range self.width. Puis là, pour accéder à chacun des éléments, là, voyez-vous, ici, c'est important d'y accéder avec les bons index dans le bon ordre. Donc, on ferait IJ égale, donc, A, c'est self. IK fois l'élément du other qui est K et J. J'ai pas l'air d'aimer. Ah, 2 points. Et je retourne le résultat. OK, OK. Bon, multiplication scalaire, un petit peu plus simple. Fait que je peux reprendre le truc que j'ai fait ici, hein, en passant au travers puis en zippant. Mais là, ici, j'ai pas besoin de zipper parce que j'ai juste une opération, j'ai juste un opérande scalaire. Donc, je préfère return matrix. Donc, la taille, ici, j'ai oublié de mettre mon mul, bien sûr. Self-other, donc ils ont tous la même signature pour les opérandes binaires. Donc, self.height, self.width. Puis, quelles sont mes données? Je fais un élément fois l'opérande scalaire. Fait que si mon other est un scalaire, pour E in self.data. Ça, c'est mon tableau de données. Puis là, je me suis mis un petit else ici. Si j'ai ni une matrice, ni un scalaire, ni un nombre, puis en fait, ici, c'est peut-être un petit peu trop contraignant de mettre un numbers.number, mais généralement, les classes qui représentent des types numériques vont hériter de cette classe-là, donc vont être vérifiables avec celle-là. Ceci étant dit, on va dire, mettons que ce n'est pas un nombre, ni un scalaire, ni une matrice, alors on retourne un type error. On n'a pas le bon type. Ah, OK. So far, so good. Mettons qu'on veut faire la multiplication avec le scalaire à gauche. Fait que d'abord, on va voir, est-ce que tout le code que j'ai écrit là, il y a de l'allure? J'ai écrit bien du code, il y en a peut-être un qui ne marche pas là-dedans. On va regarder de quoi ça a l'air. Fait que ici, j'ai mon opposé. Ici, j'ai mon addition-soustraction. Puis ici, j'ai ma multiplication. Fait que ça, c'est juste les exemples que j'ai faits dans le README.
Fait que ici, l'opposé de cette chose-là, c'est bel et bien cette chose-là. Ça, c'est assez évident. OK. Ensuite, l'addition de ces deux choses-là, ça me donne bel et bien ça. So far, so good. Je pourrais même rouler mes tests, mais là, mes tests, il y en a qui ne passeraient pas à cause que je n'ai pas fini d'écrire mon code. Et là, oh, list index out of range. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Fait qu'ici, ça, c'est dans ma multiplication que j'ai eu un problème. IK, puis autre que J. Est-ce que vous voyez, vous êtes capable de voir l'erreur? Self-width. En effet. Pour K. Range self-width. Ça, c'est bon. Il me semble que c'est bon, en fait. Il me semble que mon code tout à l'heure fonctionnait. Ouais, parce que... Ah... Ouais, voyez-vous, parce que ici, mon K, il va jusqu'à width. Fait que... Ça, c'est bon. Ah, attendez. Ah, j'ai peut-être fait une niaiserie aussi. Bon, on va... J'ai peut-être mal copié-collé du code, voyez-vous, fait que c'est pour ça qu'on écrit des tests. Matrix, mult, Python code. Je pense que, en fait, je pense que vous avez raison, c'est moi qui ai mal fait mon code tout à l'heure. Length, Y. Ouais, fait que vous avez raison, c'est bel et bien. Ici, K, c'est la hauteur. Attendez, ici, ils sont bel et bien en colonne majeure, en rangée majeure plutôt. Ça a l'air d'être des rangées majeures. OK. Donc, self point. En effet. Donc, est-ce que c'est le bon résultat? Oh, ça, je le sais tellement pas par cœur. OK. Fait que je vais aller corriger mes résultats tout à l'heure. Bon, voyez-vous, c'est pas ça, c'est un grosse erreur, là. J'ai mal recopié mon code. C'est pour ça qu'on fait attention, puis on écrit des tests. Puis là, voyez-vous, mes tests, ben, ils ont été mal écrits. Alright. Donc, ceci étant dit, ce fiasco étant passé, comme vous pouvez voir, j'aime pas ça travailler avec du code qui est aussi sec que ça, là. Mettons que ça marche, puis que je veux définir ici l'opération pareil, mais quand le scalaire est à gauche. Fait qu'est-ce qu'on a dit? Ici, mul, là, tous les opérateurs binaires comme ça, mettons que je passe self-other. OK, self-other, on sait que self, c'est l'opérande de gauche, puis other, c'est l'opérande de droite. Quand je définis ma propre classe, chacune des méthodes, moi, j'ai juste accès au self. Fait que si add ou sub ou mul, l'opérande de gauche est toujours le self, ça veut dire qu'il faut que j'aille définir le mul ou le sub ou le add dans la classe
qui va avoir l'opérande de gauche. Mais mettons que je ne suis pas capable d'aller changer cette classe-là parce qu'elle n'est pas en moi. Genre, j'ai A fois I étant un scalaire, A étant une matrice, c'est correct. La multiplication scalaire de matrice, elle est commutative, donc la multiplication matricielle ne l'est pas, mais la multiplication scalaire est commutative. Donc, je peux faire autant A fois I que I fois A étant une matrice. Si je voulais aller changer mon mul pour I fois A, il faudrait que j'aille changer le def mul self other dans la classe de I. Mais mon I, ça va être un float, ça va être un int. En théorie, je ne devrais pas aller changer ces classes-là. Donc, si vous regardez en Python, puis là, je ne suis pas sûr qu'on vous l'a mis dans vos notes de cours. Non, on ne vous l'a pas mis. Si vous regardez ici, mettons que je regarde le add. J'ai ceux-là, puis j'ai la version pour laquelle le self est l'opérande de droite et le other est l'opérande de gauche. Fait que si je veux définir la multiplication scalaire, qui est scalaire fois matrice, il faut que j'utilise le R-mul, ou mettons le R-add si j'avais quelque chose, mais dans ce cas-ci, j'ai juste mon R-mul. Fait que ici, je définis R-mul, donc def R-mul, encore là, self-other, mais en sachant que mon other est mon opérande de gauche et que mon self est mon opérande de droite. Donc, comment je fais? Je pourrais recopier ce code-là, mais encore là, je peux juste tout simplement faire la vérification. Fait que je commence par vérifier si mon instance est un autre. Donc, mon other ici est bel et bien un nombre. Donc, je commence par vérifier ça. If. Puis si c'est le cas, ben, je vais tout simplement inverser les opérandes. Donc, je sais que l'opération matrice fois scalaire est déjà définie. Je sais que self est une matrice, other est un scalaire. Donc, je retourne self fois other comme ça. Donc, ça va appeler cette méthode-là en lui passant scalaire comme deuxième paramètre. Fait que j'ai réutilisé la propriété commutative de ma multiplication scalaire. Je pourrais ici me mettre aussi un petit else raise type error, là. Ou je pourrais essayer de le laisser être géré par mul qu'il y a ici, mais on va faire le raise directement ici. On pourrait aussi juste faire le return comme ça. Ça fonctionnerait. On n'a pas besoin de faire les vérifications. Donc, si other n'est pas un scalaire, donc ici, il ne va pas rentrer dans ce if-là, il ne va pas rentrer dans ce if-là, il va rentrer dans celui-là. Si other est une matrice, est-ce que le R-mul va se faire appeler? Non, parce que le mul, donc l'opérateur gauche-droite, avec le self qui est à gauche, a priorité sur le R, sur la version inversée. C'est pour ça que ici, je le sais que other ne va jamais être une matrice, parce que si other est une matrice, j'aurais une matrice fois une matrice, ça ferait juste appeler la multiplication matricielle que je définis ici. Ainsi de suite pour tous les autres opérateurs arithmétiques. En théorie, si j'avais eu besoin de définir une addition scalaire, même si ça n'existe pas, je l'aurais fait avec R-add et R-sub et tout ça. Donc ça, il ne les génère pas automatiquement. Fait que vous devez les faire vous-même. Mais comme vous voyez, au moins la moitié des opérateurs, c'est juste de la réutilisation des autres. Est-ce qu'il y a des questions sur les opérateurs arithmétiques? Je sais que c'est un gros morceau. En fait, on a pas mal fini. Il reste juste l'égalité. Remarquez ici que j'ai défini l'opérateur ABS pour être capable d'appeler ABS sur une matrice. Donc, c'est une méthode spéciale, être capable d'obtenir la valeur absolue de quelque chose. Fait que ici, la valeur absolue d'une matrice, c'est juste la valeur absolue de chacun des éléments. Fait que, on va passer à l'égalité. C'est juste comme deux lignes.
je veux vous faire remarquer que ici, dans les notes de cours, on vous a parlé de l'opérateur de comparaison. L'opérateur de comparaison, c'est un truc qui vient du Python 2 et ça n'existe plus. Donc, cette ligne-là dans les notes de cours, faites comme si elle n'existait pas. L'opérateur de comparaison, c'était un truc qui retournait 0 quand, mettons, on fait compare A et B. C'est un truc qui vient du C. En fait, c'est vraiment vieux comme patron d'implémentation. Si on fait compare A et B, si A est égal à B, ça retourne 0. Si A est plus petit que B, ça retourne moins 1. Et si A est plus grand que B, ça retourne 1. C'est pas, ça a l'air utile, mais ce n'est pas tant que ça. En fait, on préfère utiliser des opérations qu'on appelle de comparaison riche. Donc, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le Python, où on fait des opérations pour chacun. Bon, dans le cas d'une matrice, la relation d'ordre entre deux matrices, autrement dit, est-ce qu'il y a une matrice qui vient avant une autre, qui est plus petite qu'une autre, ça ne s'applique pas vraiment. Ce qui s'applique, c'est est-ce qu'une matrice est égale à une autre. Donc ici, je vais appliquer mon equal. Fait que, égalité entre deux matrices. Puis qu'est-ce que je retourne? Je retourne, est-ce qu'ils ont la même hauteur, la même largeur et exactement les mêmes éléments. Fait que je pourrais faire return self.height est égal à other.height et etc., etc. Mais on se rend compte qu'étant donné que je fais juste comparer les trois, je suis aussi chanceux parce que list a un opérateur d'égalité, fait que j'ai pas besoin de passer à travers mon tableau. Je peux juste dire, est-ce que le tuple self-height, self-width et self-data est égal au tuple other.heightWidthData. Donc ici, other et other. Fait que quand on fait l'égalité entre deux tuples, ça fait le et sur l'égalité entre chacun des membres, tout simplement. Qui est un peu le même concept que l'égalité pour une liste finalement, sauf qu'une liste, ça vérifie aussi. Il faut que les deux aient la même taille. Fait que je fais ça, puis ça me donne mon égalité. OK, c'est beau, j'ai une égalité. Mettons que je vais... Ça, c'est pas écrit dans le README, là, fait que je vais juste faire un exemple vite ici. Mettons que j'ai les matrices fou et bar, donc les mêmes que j'ai là, ici. Print fou égale bar. Ça devrait me donner faux. Hein? Les matrices n'ont pas les mêmes éléments, mais en plus, ils n'ont même pas la même taille. Si je fais print fou égale fou, ça devrait me donner vrai. Puis, mettons que j'avais un cooks ici qui est égal aux mêmes éléments que fou, mais qui n'est pas le même objet. Donc, fou égale cooks, ça devrait aussi me donner vrai. Donc, false, true et true. Mais là, il y a une petite optimisation qu'on peut faire, parce que quand j'ai fait fou égale fou, fou est le même objet. Fait que j'ai même pas besoin de vérifier est-ce que chacun des éléments, est-ce que la hauteur, largeur, puis la liste, parce qu'oubliez pas que faire la comparaison entre les deux listes, là, ça ici, il faut que tu passes à travers la liste au complet là, pour vérifier si les deux sont égales. Je le sais que c'est le même objet. Si c'est le même objet, nécessairement, ça va être égal. Donc, je peux me rajouter un petit court-circuit ici qui est if self is other. On se rappelle, qu'est-ce que veut dire le is? C'est est-ce que c'est le même objet à la même adresse, donc au même endroit en mémoire. Fait que si self est le même objet que other, ça va donner true. Puis étant donné que j'ai mis un or ici, on se rappelle le court-circuit dans les opérations logiques, c'est que si l'expression jusqu'à présent nous donne déjà un résultat garanti, autrement dit, si j'ai true à gauche d'un or, peu importe ce qu'il y a à droite, ça va être égal à true. Donc ça c'est donc je continue avec ça. Puis si self n'est pas other, donc ça donne false, le court-circuit se fait pas, puis là je fais la vérification au complet. Puis là quelqu'un a essayé tout de suite de faire fou, mettons, pas égal bar.
Puis, en effet, ça a donné true parce que foo n'est pas égal à bar. Si je regarde dans la documentation, fait que je cherche equal ici, qu'est-ce qu'il m'a dit? Par défaut, un objet, mettons qu'on ne définit pas le equal, il va nous retourner, il va utiliser is. Bon, ça, c'est pas un cas qui est super utile. Nanana. NE. Ici, pour NE, par défaut, ça délègue à l'opposé de equal. Donc, ce qu'on aurait fait à la main, mettons qu'on était dans un langage qui ne le génère pas pour nous, ça aurait été de faire default NE, define plutôt, self other. Puis là, j'aurais réutilisé mon opérateur, return not self égale other. Parce que ça, c'est sûr que c'est toujours vrai. Mais Python nous le génère pour nous, donc on n'a pas besoin de le mettre. Si vous le mettez à la main, votre NE, ben, l'autre ne se fait pas générer par défaut, donc ça va être votre implémentation. Fait que, mettons que vous aviez vraiment besoin d'une implémentation différente pour le not equal, qui n'est pas juste not equal, alors ça va utiliser votre version. Fait ici, ça c'est généré implicitement. Comme j'ai dit, le plus petit que, plus petit ou égal, ça ne s'applique pas à nos matrices, mais ce qu'on peut juste remarquer, c'est que il ne va pas nous générer automatiquement notre plus grand ou égal à partir de notre plus petit ou égal. Même si en théorie, on peut tous les définir entre eux. Tu sais, en théorie, là, si on veut définir les opérateurs de comparaison sur un truc qui est pseudo-numérique, on a juste besoin du plus petit que et du égal-égal. Le pas égal est généré à partir du égal. Le plus grand que, c'est est-ce qu'il n'est pas plus petit puis il n'est pas égal. S'il n'est pas plus petit puis il n'est pas égal, alors il est plus grand. Tu sais, vous comprenez le principe et ainsi de suite. Fait qu'en théorie, j'ai juste besoin du plus petit puis du égal pour définir les autres, mais ils ne vont pas être nécessairement faits pour moi. Il y a pas mal juste le not equal qui est généré à partir de mon égal. Fait qu'ici, plus petit que ou égal n'implique pas plus petit ou égal. Il ne génère pas pour vous. Fait que ça, c'est dans la documentation. Si vous avez besoin d'en implémenter par vous-même, vous pouvez aller lire ça, puis pas mal toute l'information est là. La semaine prochaine, on va sortir des opérateurs. Je pense qu'on a vu pas mal ce qu'on avait à voir. Les autres, hash, tout ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les lire. Peut-être que dans l'examen, on va vous poser une question d'un opérateur qu'on n'a pas vu. Puis le défi, ben, ça va être d'aller lire dans la documentation qu'est-ce qu'il fait. Mais pour l'instant, là, ici, les opérateurs de comparaison, les opérateurs arithmétiques, puis les accès, c'est pas mal les plus importants. Là, mettons, ceux qu'on a dans les notes de cours, là, c'est pas mal ceux-là qui sont importants. Vous remarquez que j'ai pas fait des composés, mais encore là, c'est évident. Là. La définition, vous définissez A plus égale B par A égale A plus B. Là. Vous avez compris le principe. Encore là, les opérateurs composés, vous n'avez pas besoin de les définir à la main, autre que vous devez écrire vous-même, réutiliser les autres opérateurs. Alright, donc... on a result ici, pas result ici, self IK, other KJ. Non, on a... Oh, plus égal, ben oui. Oh, imbécile. Un autre erreur. OK. Ben, merci à votre collègue qui
réussi à montrer à tout le monde que je suis vraiment poche en maths. To be fair, là, ça fait genre 5 ans que j'ai fait mon cours d'algèbre linéaire, là, fait que donnez-moi un break. Alright, donc sur cette note positive du chargé, non, non, c'est bel et bien plus égal. Je m'en suis rappelé. C'est vraiment bel et bien plus égal. Donc, sur cette note, mettons que j'essaie de rouler mes tests. Ouais, c'est sûr que... Bon, il faudrait que je les change. Anyway, je vais tout aller changer ça tantôt. Donc, merci d'avoir été là. On va se revoir la semaine prochaine où on va continuer les objets. Donc, on va commencer à parler d'héritage, de polymorphisme. Éventuellement, on va parler peut-être des data class, un peu des génériques. On ne va pas aller super loin dans l'orienté objet parce que, comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de stock à voir puis il reste juste 2 semaines. Mais on va voir ce qu'on peut, puis après ça, en INF 10-15 la session prochaine. D'ailleurs, comme vous en doutez, je suis chargé de lab en INF 10-15, fait que vous pourrez m'avoir aussi. On va tout voir ça bien en détail en C++. Donc, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, comme je vous dis, paniquez pas trop pour les matrices, là, je vais aller modifier ça. On va se revoir la semaine prochaine, donc soyez sages, passez une bonne fin de semaine et essayez de ne pas trop déprimer malgré le fait qu'il fait noir à 4 heures. Donc merci à tous et à la semaine prochaine.